Bon, déjà, on peut faire l'intro. Allez. Du coup, j'en profite pour faire l'intro, vu que je fais aussi du mug. Du coup, je vais présenter moi-même. Ce soir, c'est moi qui fais après la petite présentation sur les factoring, RDD, architecture orientée, événements. Déjà, on veut remercier nos sponsors, ScienceU, principalement en tant que hôte des événements du MUG depuis 7 ans, un petit peu plus. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette d'avoir cette salle, elle est grande. On est bien, on manque juste du réseau pour ceux qui veulent essayer de gagner la licence Jim Collins, des choses comme ça. Sinon c'est vraiment top de pouvoir être accueilli ici gratuitement. Donc merci à ScienceU. Un petit aperçu sur le calendrier Lyon Tech Hub. Je ne sais pas si tout le monde connaît Lyon Tech Hub, je pense que pas mal que je connais qui connaissent. Après, si vous ne connaissez pas, sur lyontechhub.org, vous verrez, il y a un calendrier, il y a un calendrier qui est affiché, qui est un calendrier Google. Vous pouvez rajouter, vous devriez trouver la majorité des événements, même s'il y a un petit coup de mou avec Meetup. On trouve beaucoup d'événements sur Meetup, mais en général, les communautés assez actives essayent de mettre dessus. Vous voyez, là, on a Nova Science, Limantalk, Angular Lyon, AWS, donc je peux dire qu'on n'est pas le bug. C'est peut-être dans 2 semaines, il y a tellement d'événements. Voilà, du coup, il y a un Meetup Crafters, Software Crafters, où vous pouvez voter pour les dates. Donc là, vous pouvez directement sur lyontechhub.org et vous pouvez donner vos dispos. Comme ça, il y a 4 événements, si je ne me trompe pas, une soirée DDD, 3. Une soirée DDD, je suis en train de chercher le question. Et 2 coding dojo, un le midi, un le soir. Donc, vous pouvez noter pour essayer d'orienter la décision vers un moment où vous êtes dispo. C'est comme ça tous les mois. Il suffit de s'inscrire sur le Meetup, vous serez averti. Donc, on se retrouvera peut-être à ce Meetup. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez présenter, soit essayer parce que vous n'avez jamais fait, on peut essayer de voir avec quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'habitude pour soit binômer, soit vous challenger un peu avant la presse, ou des choses comme ça pour essayer de vous accompagner pour se lancer, quoi, finalement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous via Meetup par exemple, vous pouvez nous contacter via Twitter. N'hésitez pas à contacter le MUG pour donner des sujets. C'est pas forcément du Microsoft, ça peut être des sujets assez variés. On est plutôt ouvert là-dessus, on l'a montré sur les dernières années. Il y a une petite cotisation si vous voulez au Meetup. C'est pas du tout obligatoire, c'est 5 € juste. Ça vous donne l'adhésion, vous avez le droit de venir à l'Assemblée, c'est une asso. Du coup, cette petite contribution permet notamment de défrayer des speakers, pas comme moi, local, mais si on fait venir des gens, ou de payer le petit apéro qui est à la fin, après chaque session. Voilà, n'hésitez pas à venir vous rapprocher de nous aussi si vous voulez. Donc il y aura une licence JetBrains gagnée. Pareil, j'ai la session pour inventer le truc pour vous faire gagner. Je vais essayer de ne pas y penser trop fort et de penser plus à la présentation. Rappelez-le moi si à la fin je ne l'ai pas fait, parce que je risque d'oublier. Et voilà, du coup, c'est à moi. Sur le sujet du soir. Donc, vous aurez remarqué, je suis avec une surface Linux. Je n'ai encore jamais fait des présentations avec, mais ça a l'air de marcher plutôt bien. Et j'en suis très content d'ailleurs au passage. Ça c'est Google. Ça c'est plus le terme.
je sais pas si ça, c'est pas problématique en fait. Il faut le réseau pour lancer les slides. Il faut le réseau pour lancer les slides. Oh, bon, bah, sinon, vous allez avoir les slides plus tard. Tant pis. Pourtant, j'en ai du réseau. C'est pour Google. Ouais, c'est pour Google. Sinon, c'est mon téléphone. Bon, on va faire comme ça. De toute façon, il n'y en a pas tant que ça des slides. Donc on va faire avec. Donc, du coup, ce soir, on va parler refactoring, DDD, event-driven architecture. Pour event-driven architecture, je vais être un peu enflammé sur le terme, mais enfin, je pense que ça peut être ce que je veux décrire. Donc, qui je suis, donc freelance, je connais pas mal de gens qui sont dans la salle, il y en a qui me connaissent aussi. J'affectionne particulièrement tout ce qui est DDD, CQRS, event sourcing, tout ce qui est pratique agile, pratique software crafters. Aujourd'hui, je ne vais pas spécialement parler de CQRS et d'event sourcing. Ça peut aider, ce dont on va parler, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà. Alors, après, ce que je fais en plus un peu de mission en freelancing, c'est dans l'association HackerJob avec pas mal de gens qui sont là. On essaye d'accompagner les devs qui ont envie de changer, de passer freelance et de travailler un peu différemment. C'est souvent la motivation de ceux qui nous rejoignent. On a un groupe de à peu près 25 maintenant sur Lyon. C'est plutôt sympa comme communauté, c'est un truc associatif. Ça peut être aussi pour des gens qui sont déjà en place, parce que finalement, les gens qui sont déjà en place trouvent une communauté dans cette asso, je pense. Et tous ceux qui nous ont rejoints, ils sont restés, donc je pense que c'est un bon signe. Et donc le dernier projet, Banking, c'est pour les freelances, un service pour les freelances qu'on fait avec Florent et Emilien, ceux qui connaissent Emilien et Florent qui est là. Du coup, on offre un service pour tout ce qui est gestion des cotisations sociales et un petit peu plus pour les micro-entreprises et les travailleurs non salariés, donc ceux qui ont une boîte en fait, qui sont gérants d'une ARL typiquement, qui sont en entreprise individuelle. Ça suffit pour la pub. Du coup, aujourd'hui, je vous dis trois thèmes, donc on va regarder un tout petit peu, on va commencer doucement avec un peu de refactoring, où on va parler un petit peu de DDD, et ensuite on va rentrer dans l'event-driven architecture. Donc, quoi refactoring? Alors, dommage, on va pas avoir la vidéo. Je sais pas si vous la connaissez cette vidéo, où c'est un chat qui tombe dans une baignoire, il y a de l'eau, donc il s'affole. C'est un peu la même chose quand on arrive sur du code legacy, donc une application qu'on ne connaît pas tout bêtement, et qu'on se retrouve avec des problématiques du genre dès que je touche quelque chose, ça explose ailleurs, ce genre de problématiques. Et donc du coup, comment faire pour essayer de ne plus être dans ce genre de situation? Il va falloir essayer de modifier un petit peu le code, sûrement, et donc de refactorer. Et sauf que ça, c'est pas évident à faire. Donc il y a quelques pratiques à connaître par rapport à ça. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de pratiques, notamment le premier bouquin qu'on a vu, c'est Working Effectively with Legacy Code. Il y a pas mal de pratiques de refactoring là-dedans. On va regarder les trois. On va passer aux exemples tout de suite. Alors, quand on tombe sur du code legacy, le premier truc c'est de dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce code. Donc on a notamment cette notion de code smell. Il faut aussi d'identifier certains codes smell. Moi j'en ai mis quelques-uns qu'on trouve typiquement dans l'exemple que je vais vous montrer, qui est un kata que certains connaissent sûrement. Donc on va essayer de creuser un petit peu ces différents codes smell et voir ce qu'on peut fixer, notamment en appliquant des pratiques DDD. Pourquoi? Typiquement, le DDD, je pense que ça peut assez bien agir sur
le premier truc, l'ubiquitous language va agir sur le nommer les choses correctement. Donc là, on a deux principaux problèmes, vous allez voir dans le code qu'on a, c'est du nommage complètement inconsistant. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle d'une façon à un endroit, qui s'appelle autrement à un autre endroit, c'est la même chose en fait. On a du nommage qui porte à confusion, donc ça pareil, faut travailler le code, le nommage. On dit souvent que c'est un des trucs les plus durs dans notre métier, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nommer les choses par-dessus la jambe. Je me disais, après, il y a des petits patterns dans Entity, Value Object, ça va être des choses où on va tenter d'encapsuler du métier dans des objets qui sont justement où on ne va pas se balader des tonnes de primitives. Quand je parle de primitives, c'est des entiers, des chaînes de caractères. On va essayer de cacher tout ça dans des concepts bien encapsulés dans des entités ou dans des value objects. On ne rentrera pas dans le détail des entités des value objects, mais plus de regarder un petit peu comment on fera quelques entités, on ne fera pas spécialement les value objects aujourd'hui. Et la God class, je me disais quelque part finalement l'agrégat pourrait être un peu une façon de penser à ça. Le problème de la God class, c'est d'avoir des classes de X milliers de lignes qui font tout en fait, qui ont beaucoup trop de responsabilités. L'agrégat est une façon de définir justement un périmètre dans lequel on veut assurer un certain nombre de responsabilités, mais en isolation avec d'autres responsabilités. On vous disait que ce concept peut aider, et c'est là où je pense que finalement, on va voir par l'exemple, ça peut apporter quelque chose de dire qu'on applique du aider. Bon, il y a un prérequis pour ça, il faut des tests. Si on refactor sans test, c'est comme grimper une escalade sur un mur de 200 mètres sans corde en ligne de vie. Donc si on n'en a pas, on peut faire des tests de caractérisation du Golden Master, des choses comme ça. Je vais vous montrer, nous on a un Golden Master qui est déjà mis en place. Si vous ne connaissez pas, allez voir ces termes-là, Characterization Test et Golden Master. Donc l'exemple sur lequel on va travailler, c'est le kata du trivia. Qui connaît le kata du trivia? Quelques-uns. Donc du coup, on va partir du code tout pourri du trivia initial. J'ai essayé de le représenter ici pour les autres. Donc trivia, c'est en anglais Trivial Pursuit, c'est le jeu du Trivial Pursuit. Très très simplifié là, pour le kata, parce que sinon ça peut commencer à devenir complexe. Le principe là, c'est on a un plateau avec 12 places. On démarre là-haut, là, l'index 0 du plateau. Donc en gros, le plateau il va de 0 à 11. Quand on arrive à 11, on tourne toujours dans ce sens-là, aussi dans le jeu. On ne peut pas choisir le sens dans lequel on tourne comme on peut Trivial Pursuit. On a 4 piles de questions. On a de la pop, de la science, du sport, du rock. Et on peut avoir plusieurs joueurs qui vont jouer chacun leur tour. Chaque joueur ayant un nom, un emplacement sur le plateau, savoir où il est sur le plateau, le nombre de gold coins, ils appellent ça des points qu'il a gagnés. Il en faut 6 pour gagner. Et on peut se retrouver ça c'est une règle un peu étrange pour ceux qui connaissent ce qu'on peut se retrouver dans la prison. Si on répond mal, on se retrouve dans la prison. Si on se retrouve dans la prison, le coup d'après, il faut faire un nombre pair, je crois, au dé pour avoir le droit de sortir de prison, ou un pair, je sais plus. Une règle qu'ils ont inventée pour un petit peu complexifier le jeu. Donc, allons-y pour appliquer quelques pratiques sur le code. Donc ça va être assez simple parce que tout est dans le... Là, on a un problème de... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc c'est Rider. On est avec Rider, mais ça va, il n'y a pas beaucoup de... Ça ne dépasse pas trop à droite, donc on va faire avec. Donc il y a tout dans la même classe, il y a cette classe Game. Donc, le premier truc qu'on peut voir ici, c'est les primitive obsession partout. Vous voyez ici, il y a des tableaux de lignes, des tableaux de booléens,
des listes de strings. Ici, on a des linked lists, on sait pas pourquoi ils utilisent des listes chaînées pour les piles de questions. Donc, on a 4 piles de questions. On a le joueur courant, et puis on a un booléen ici, je ne sais pas pourquoi à quoi il servait, mais après avoir fait 20 fois le kata. Donc pour l'instant, on n'a pas de. Il s'autosuffit, hein, le jeu. Il écrit à la console et il est lancé avec un truc aléatoire. Alors, il y a un autre truc. Un game runner. Un game runner, en fait, ce qu'il fait, c'est il démarre un jeu, il rajoute des joueurs, et puis ensuite, avec du random, il va lancer les dés. Un autre random pour savoir si le joueur a bien répondu ou s'il a mal répondu. Okay, donc l'interface du jeu, quoi, quelque part, c'est je lance les dés, la question m'est affichée du coup, il y a un console write line, et ensuite normalement je pense à répondre, et là on simule le fait qu'il réponde, donc avec une mauvaise réponse ou avec une bonne réponse. Okay. Donc là, ce qu'on a finalement dans le Game Runner, c'est là on fait 10 jeux différents, donc ça va sortir plein de choses à la console, donc ça on va le capturer. Et donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait de base, c'est j'ai implémenté un Golden Master. Donc le Golden Master, le principe c'est je capture tout ce que fait le jeu aujourd'hui, et ensuite je vais le changer, je vais faire de la refactoring, et je vérifie que ma sortie ne change pas. Alors, random, du coup, a été simplement fixé avec un seed, fixer le seed d'un random, et hop, jouer, vous allez être sûr d'avoir toujours les mêmes 10 jeux qui sont joués. J'ai fait 10 jeux, j'aurais pu en faire plus. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on redirige la console, là, en l'occurrence. Il y a une dépendance statique à la console writeLine. Ce que je fais, c'est que je redirige ma console dans un string writer, et à la fin, c'est là que la magie est faite. C'est on fait un verify sur tout ce qui est sorti. Donc voilà, du coup, le verify, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder ce qui est dans le string writer. Il va l'écrire dans un fichier, en fait, il compare les deux fichiers, c'est-à-dire le fichier qu'il y avait avant, le fichier qu'on avait au début, c'est ce qu'on avait avant de démarrer le refactoring. Ce fichier, c'est ce qu'on appelle le Golden Master, c'est notre source de vérité, quoi, tout ce qu'il y avait et qui fonctionnait en prod. Et donc, du coup, on va garder ça, on va s'assurer qu'on a toujours la même chose quand on fait le refactoring. Si on regarde, donc du coup, ce qu'on a là, alors le code, après, si on regarde, il y a plein de console writeLine partout au milieu. Il y a des codes un peu incompréhensibles un peu partout. Il est mal formaté, des choses comme ça. Il y a des choses de ce type-là qui sont évidentes, qui sont trop simples à refactorer. On va pas s'apesantir là-dessus. Là, en fait, ce que j'aimerais bien refaire ressortir, et quand je vois ce code-là, j'ai du mal à voir exactement ce qui se passe dans ce code-là. Donc ce que je me dis, c'est comment je pourrais faire pour rendre les choses plus explicites, utiliser des nommages peut-être plus explicites. Donc si on regarde par exemple ici, vous avez vu, il y a purses, on fait plus sur les purses du joueur courant, et là on fait ce qu'on affiche à l'utilisateur, c'est le nom du joueur. Il a maintenant, on va chercher les purses et on appelle ça gold coins pour l'utilisateur. Ouais, il y a une dissonance dans le nommage. L'utilisateur il appelle ça des gold coins et nous dans le code on appelle ça purses. Donc là, les premiers refactos qui sont tout bêtes, c'est juste de faire. On va plutôt choisir ce que l'utilisateur utilise. Mais ça, typiquement, c'est le genre de choses qui arrivent très très fréquemment quand même dans les codebases existants. Bon, inventez pas non plus des termes quand vous arrivez sur un code. Souvent, je trouve que les gens ont peur de refactorer ce genre de choses, parce que des fois, ça a plein d'impact. Ça pourrait être intéressant de regarder justement ce qu'on va regarder à la fin.
voir si la solution proposée elle change peut-être quelque chose à ça. Donc là, du coup, ça n'a pas changé la face du monde, mais là, en l'occurrence, ici, je fais plus sur les gold coins. Est-ce que ça a du sens de faire gold coins moins? Ça pourrait, on pourrait imaginer que ça ait du sens. Mais là, en l'occurrence, dans le jeu, on ne le fait pas. Donc, clairement, si on pouvait changer ça et rendre les choses beaucoup plus explicites, ce serait mieux. Clairement, de toute façon, ce qu'on voit là, c'est à chaque fois, on fait des. Si on cherche le nombre d'occurrences de ça, là. Il y en a partout. Vous avez vu à droite, là, on voit vaguement le nombre de fois où c'est utilisé, c'est juste phénoménal. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de dire peut-être que. Et puis du coup, j'ai plein de tableaux différents. Ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est de dire ici, je préférerais avoir une liste de joueurs. Donc quand je fais ça, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, c'est ma classe qui n'existait pas, je vais la créer. Ok, donc du coup j'ai ma classe joueur, je vais faire ressortir justement une entité pour représenter qu'est-ce que fait un joueur pas dans le jeu finalement, je vais pouvoir le faire ressortir avec ça. Donc quels sont les autres problèmes que j'ai? Donc du coup maintenant ici dans ma liste de joueurs, forcément quand j'ajoute un joueur il est plus content, il est pas très content, donc j'ai un nom de joueur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire new player name. Hop, et sur le constructeur. Et je vais rajouter ça comme ça. Donc pour l'instant, je mets juste une propriété qui est avec un seul getter. Et on enlève ça. Est-ce que là, ça marche? En tout cas, ça compile. Je vais faire exprès de me faire avoir. Donc mon test est rouge. J'ai un souci. Je peux faire. Juste préparer la commande en if. Ici, je me suis raté. On voit qu'il y a des fins de ligne qui ne sont pas bons. Il avait changé, il avait changé tout ça. Dans le code, je vais juste changer quelque chose. Je vais juste me mettre en l'air. Le problème, c'est pas les LF, c'est autre chose. Donc le problème, on le voit ici, c'est dès qu'il y a des à gauche et à droite, dès qu'il y a des pipes. Donc ici, il y avait le nom, là, on n'a plus le nom, maintenant on a player, parce qu'on n'a plus une liste de string, on a une liste de player, et tout string sur le player, ça ne marche pas. Ça renvoie, c'est pas implémenté. Alors évidemment, on ne va pas l'implémenter le toString pour envoyer le nom du joueur, on va plutôt changer le code pour que ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder partout où j'ai dit players, plein de players. Partout où j'ai ça. Donc, du coup, le test devrait passer. Ah non, ça fait pas. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, des endroits où... des endroits où je n'avais pas fait de bon replace, c'est pas grave. Mail, donc le mail. Donc le
Donc du coup, bon, après on va peut-être faire des choses un peu plus intéressantes que le nom, mais maintenant qu'on a notre classe joueur, on va pouvoir venir encapsuler un peu de comportement dedans. Donc typiquement, de regarder peut-être, par exemple, pour supprimer une de ses propriétés. L'emplacement des joueurs, ou est-ce qu'il est dans la penalty box. Tiens, on va faire celui-là, donc on va supprimer ça, on va se dire que maintenant le penalty box on va la gérer ailleurs. Donc là, je me laisse guider. Donc ici, on a une valeur par défaut. La valeur par défaut, on la laissera dans le constructeur. Donc, en gros, on commence pas dans la penalty box, jusque-là, c'est cohérent. Et là, on a besoin de vérifier si on est dans la penalty box. Du coup, on va faire clear. Any place. Pardon. Je sais pas pourquoi il garde les trucs en noir. Il faut changer. Hop. Donc ici, je vais faire un read-only aussi, et on va du coup le mettre une penalty box. On a dit valeur par défaut. Ok. On regarde ce qu'on a d'autre. Voilà, c'est la même chose. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a ça. Tiens, ici, qu'est-ce qu'on fait? On passe à true. Là, plutôt que de faire players.isNetPenaltyBox et de mettre le setter sur la propriété, ce que je vais faire, c'est plutôt expliciter ce que je suis en train de faire. Donc il fait quoi là? Il a mal répondu. S'il a mal répondu, je lui ai dit il va en prison. Je l'écris. Ok. C'est quand même plus clair que d'utiliser les setters. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc le go to penalty box, qu'est-ce qu'on fait? On change la valeur du easy penalty box à true. Pour ça, il faut rajouter le setter, mais je le mets privé. Donc, ça c'est juste la même chose. Si tu ne connaissent pas, c'est juste la même chose que ça. Un getter, un setter, avec un boolean derrière. Donc là, je vais garder ça. C'est juste une écriture simple qui cache la propriété. Le setter n'est pas accessible à l'extérieur. Et donc du coup, j'ai encapsulé le comportement. Donc là, je suis en train de rendre explicite ce qui se passe sur le joueur avec ces méthodes. Du coup, pour moi, ça, c'est une approche que je qualifierais de DDD, c'est on cherche à rendre explicite les choses, à faire émerger le métier. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez rigolo dans cet exercice, c'est que ici, vous voyez, ça compile, pour vérifier le test aussi, voir s'il passe toujours. Ça marche normalement, et on n'a qu'un go to penalty box, en fait, on n'en sort jamais. On n'en sort jamais. Dans le code d'avant, elle nous expliquer que vous n'en sortez jamais. Je pense que vous auriez mis un moment à vous en rendre compte. Là, c'est évident. Okay. C'est évident. C'est le seul endroit où on set le is penalty box, c'est à cet endroit-là. On aurait pu faire un échec. Si on avait mis avec un setter, on aurait pu rechercher les setters. Juste les usages des setters et pas du getter de la propriété. Enfin, ça commence à être tordu, ça veut dire qu'on s'appuie sur un outil qui est l'IDE et que c'est pas en regardant le code que ça paraît évident. Là, ça paraît évident. Donc on peut continuer à en faire comme ça, je ne vais pas vous en faire, je vais pas tout vous les faire. Ça va être assez ballot à faire. Ce qu'on va pouvoir faire d'autre aussi, après on va pouvoir encapsuler, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. On va pouvoir encapsuler de la liste de joueurs. Donc une liste, c'est bien de la primitive obsession. Donc on a des joueurs et on a un joueur en cours. Gérer une liste ici et avoir un int ici qui change un peu comme on a envie, c'est quand même un peu moyen. C'est-à-dire que forcément, il y a un moment, ce truc-là s'incrémente. Mais donner la main au joueur d'après dans un jeu, c'est pas incrémenter un entier, quoi. C'est passer la main au joueur suivant. Okay, donc là, on aimerait bien avoir quelque chose qui l'explicite, ce truc-là. Donc en l'occurrence, on doit l'avoir là aujourd'hui, ça va être un peu plus explicite, ça va être ce genre de truc. Donc ça veut dire passe la main au joueur suivant. Alors,
pas super évident comme ça, premier abord. Donc j'aimerais bien pouvoir encapsuler tout ça. Bon, je vais pas vous le faire, je vais vous le faire en accéléré, on va faire un check-out. On va prendre donc ça a un petit peu épuré ici. Maintenant, on a une classe players, on a une classe question desk. Donc j'ai aussi en quelque plus qui était question avec des notions métiers. On avait dit qu'on avait des piles de cartes quand je décris le métier. Voilà, je fais des piles de questions. Je fais apparaître ce concept-là dans mes objets. Si je regarde du coup, comment on change de joueur maintenant. Alors, déjà, si on essaie de lire. Alors, il y a toujours les consoles Brightline, on va essayer de voir comment on peut s'en débarrasser. Mais il y a toujours, maintenant ici, quand je veux me déplacer, je fais player, current player, move. J'ai plus l'index qui se balade. L'index, il est planqué dans la classe player. Enfin, une manipulation d'index, il est planqué derrière la classe player. Ici, voilà, je pose des questions. Une fois qu'il s'est déplacé, je pose la question. Ici, pareil, je me déplace, je pose la question. Quand je réponds mal, plutôt que de faire des plus, je gagne un point. Donc il n'y a qu'un truc qu'on peut faire sur les gold coins, c'est gagner des points. On ne peut pas en perdre. On peut pas en gagner deux. Donc, on n'utilise pas un setter, on gagne juste un point. C'est la seule possibilité qu'on a ici. Donc si on regarde là, on ne voit pas ce qu'on peut faire. D'habitude, je code en noir, c'est pour ça. Manifestement, le changement de couleur de thème n'a pas bien marché. Et ici, on voit tu dis au joueur, passe au tour suivant, passe au joueur au tour du joueur suivant. Bon, c'est loin d'être fini, hein, mais ça obtient assez rapidement finalement à la base de code sur la base de ce qu'on a. Alors du coup, après, je vais vous montrer un autre code où j'ai pas le temps en fait de tout faire en live en 1 heure. Hein. Peut-être en 3 heures, ça serait jouable, mais là en 1 heure, ça serait jouable. Donc du coup, l'idée, c'est sur la base de ce modèle, vers quoi on pourra aller si on poursuivait sur ce principe-là, et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer quand... Donc là, je résume dans les slides vite fait, comme ça vous aurez les slides. J'ai découpé les responsabilités, hein, le principe SRT de S de solide. On a nommé les choses correctement. Je rappelle au passage que les commentaires, cet exercice, je l'ai fait avec des étudiants. La première chose qu'ils me disent, c'est qu'il n'y a pas assez de commentaires. Si tu rajoutes du commentaire dans le bordel qu'il y a déjà, on commence par nommer les choses correctement, je pense que ça sera pas mal. Et, rien que d'extraire des fonctions, sans introduire de classe et tout ça, rien que d'introduire des fonctions, ça pourrait aider à y voir plus clair. Donc là, on passe typiquement de ces choses-là rien que ces 2 lignes, on pourrait les extraire dans une méthode move qu'on garderait dans la classe game. Donc attention aux commentaires, quand c'est utile, c'est que c'est vraiment compliqué et qu'il faut en mettre, mais sinon on essaye de nommer plutôt les choses correctement. Donc là, typiquement, ce qu'on a fait, c'est la God class, ça a diminué du fait qu'on ait extrait des entités. Pour l'instant, on n'a pas appliqué vraiment le concept d'agrégat à ce niveau-là. Pareil, ce sera un petit peu long d'avancer là-dessus. Les longues méthodes, le code dupliqué, il y avait pas mal aussi à la CERT en prenant des morceaux de code qui faisaient la même chose, par exemple pour déplacer le joueur sur les cases. On a pu mettre ça dans le joueur, et maintenant c'est mutualisé. Tout ce qui est nommage, on a pu aussi travailler dessus, et tout ce qui est primitive obsession, par le fait de créer des objets qui ont une certaine insociabilité, pareil, on a travaillé dessus. Alors ces deux, c'est des choses problématiques, hein, les dépendances statiques, typiquement c'est l'appel à console writeline partout. Ça, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Tout ça, après, comment s'en débarrasser. J'avais fait un autre talk où j'avais regardé ça en particulier. Et la complexité conditionnelle, c'est quand vous avez en fait
des choses dans le métier, et que en fonction de ce qui se passe, une fois que vous avez changé des choses dans le métier, vous êtes obligé de retester, par exemple au niveau de votre contrôleur ou au niveau de votre front, vous êtes obligé de retester des choses sur le modèle que vous avez déjà testé finalement dans le métier, vous êtes en train de dupliquer des règles, et ça ajoute de la complexité de devoir dupliquer ce genre de règles entre différentes couches de votre application. Donc ça pareil, on ne va pas trop regarder là, mais on va continuer pour plus sur l'aspect qu'est-ce qui se passe en vrai. Parce que, du coup, en vrai, on a des bases de données, parce que là on n'a pas de base de données. En vrai, on a un front-end autre que le console write-line. Même si déjà le console write-line, ça peut suffire à titre d'exemple. Et donc du coup, typiquement, si on regarde déjà les bases, ce qu'on fait classiquement, là c'est ce qu'on a. On a un jeu avec une classe player. La classe player, elle a une liste de classes player. On a des question desk. Pour l'instant, les question desk, j'avais représenté ça sous forme de linked list. Enfin, j'avais laissé les linked list dans ce que j'avais fait initialement. Donc, on pourrait très bien avoir des classes questions et puis typiquement de savoir si les questions sont déjà répondues ou pas. Parce que si on imagine faire un serveur web par exemple de ce modèle-là, à chaque requête, donc le rôle c'est une requête, le j'ai bien répondu, j'ai mal répondu, c'est une requête. D'ailleurs, ce serait même je donne ma réponse et puis le serveur vérifie que j'ai donné la bonne réponse. Et du coup, on aurait un modèle quand même plus évolué derrière le question desk. Donc je vais vous montrer dans un autre code plus fait sur le même principe. Mais tout ça, du coup, ce qu'on ferait classiquement, c'est on met une grappe d'objets, là, ça a l'air facile. Tout ça dans le mapping OR, et puis magie. Grâce, principalement, moi, je trouve que la magie la plus phénoménale dans les ORM, c'est le change tracking, parce que vous avez changé plein de choses dans votre modèle et que vous faites save, et hop, il va s'occuper d'envoyer les bonnes requêtes dans votre base. Principalement SQL, mais maintenant il y a de plus en plus d'ORM qui prennent en charge différentes persistances, qui ont persistance du Mongo, des choses comme ça par exemple. Mais du coup, on est quand même toujours obligé de faire un certain nombre de hacks ou de modifier son modèle pour que ça corresponde à la façon dont on va arriver à envoyer les choses dans la base, alors qu'en fait, il n'y a à peu près aucune raison de faire ce genre de choses. Si on avait un modèle qui était capable de représenter les règles métiers, pourquoi on est obligé de venir de trifouiller dans tous les sens pour arriver à le faire fonctionner parce que j'ai un ORM qui ne sait pas le gérer, et d'ailleurs c'est pas forcément souhaitable qu'il sache le gérer. Ça veut dire qu'il fera encore plus de magie. Il y en a vraiment qui sont très très forts des ORM dans le genre magie, mais plus il y a de magie, plus c'est dangereux, plus vous ne savez pas, vous utilisez une boîte noire, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Bon, ça c'est le classique aujourd'hui. J'ai mis now entre parenthèses, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont... moi je me suis battu pour introduire des ORM. Maintenant je me bats pour l'inverse. Mais du coup, à un moment donné, je passais pour un extraterrestre à vouloir mettre des ORM partout. Enfin, à vouloir utiliser des ORM. M'expliquer que c'est n'importe quoi. Alors que maintenant, globalement, c'est très très bien accepté ce genre de choses. Ça sera pour la conclusion à la fin, juste pour se poser la question de est-ce que ce que je vais vous présenter peut, par rapport aux arguments que vous aurez à présenter par rapport à ça. Au niveau front, qu'est-ce qu'on a? Finalement, quand on regarde les besoins du front, c'est assez simple, il a besoin d'accéder à l'état courant, il a besoin de lire des choses. Après, il a besoin d'envoyer des actions, de dire au système fais-moi ce genre de choses. Et puis à chaque fois que je fais quelque chose, il y a des changements qui arrivent, et donc du coup, il faut qu'il réagisse. Le React, ça fait penser à React, mais ça fait penser aussi à Reactive Programming, donc pas que React. Dans Reactive Programming, maintenant, on a aussi à mort dans Angular, dans Vue.js. On développe nos fronts en Reactive Programming maintenant. C'est considéré comme quasi acquis. Et du coup, ça, on l'a fait au niveau du front, mais pour l'instant, au niveau du back, on n'y a pas encore trop pensé. Je ne sais pas pourquoi, mais on pourra en reparler. Et donc, en gros, le truc happen aussi, c'est important comme mot, happen. Il s'est passé quelque chose, c'est que finalement,
le front a compris ça, c'est le reactive programming, c'est il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais après? Et ça permet de faire des choses aussi assez cycliques. Je demande quelque chose, on me dit que quelque chose est apparu, qu'est-ce que je fais ensuite? Comment je mets à jour mon front pour pouvoir faire autre chose? Ainsi de suite. Il y a un cycle qui se met en place. Donc là, du coup, on voit apparaître cette notion d'événement qui est assez intéressante au niveau du front, je trouve, et sur lequel je m'appuie un petit peu en me disant on a compris que la programmation événementielle, c'est assez sympa au niveau du front, et puis on le laisserait qu'au niveau du front. Donc si on parle d'architecture orientée événement, donc rapidement, moi je dirais que c'est un peu ça, on voit le cycle front-end, donc le front-end qui demande quelque chose. Au niveau du bac, on a un composant qui reçoit une action, une commande, pour vous appeler ça comme vous voulez. En CQRS, on appellerait ça une commande. Un composant X du métier qui reçoit cette commande et qui va, au lieu d'être modifié dans son état pour être ensuite persisté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir des événements. Alors, vous lui demandez de faire quelque chose, en fait, il n'a pas changé, il va juste sortir des événements. Il vous renvoie ces événements, vous pouvez les renvoyer au front, le front, il va pouvoir continuer sa boucle. Finalement, vous allez pouvoir faire une giga-boucle, plutôt que d'avoir juste une boucle réactive au niveau du front, là vous faites une boucle réactive avec le back. Alors, je ne dis pas que vous partagez forcément la même définition d'événement entre le back et le front, mais vous pouvez créer cette boucle réactive entre le front et le back. Donc ça, d'un côté, vous faites ça, et de l'autre côté, vous récupérez les événements et vous appliquez les modifications en back. C'est super simple à coder. Je vais vous montrer. C'est vraiment très très simple à coder ce genre de handler. Ce que j'appelle un handler, c'est je prends un événement, qu'est-ce qui a changé? Ok, je fais l'insert qui va bien là, je fais l'update qui va bien ici. C'est du SQL ultra basique à coder. En .NET, vous utilisez un adapter, ça va se faire sans aucun souci, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de méga ORM avec du change tracking pour faire ce genre de choses. C'est vraiment très simple à coder. Votre composant a juste une note, on le charge à partir de l'état ou à partir des événements, peu importe. Donc je n'ai pas insisté sur la partie de base de données. Ce genre d'architecture, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de l'event sourcing. On n'est pas obligé de faire de l'event sourcing pour faire ce genre d'architecture. C'est très bien avoir un modèle métier qui est orienté événement avec du stockage en base où on stocke le dernier état et on recharge nos objets à partir de l'état. Alors, on va voir un petit peu de code. Alors, on va d'abord regarder vite fait ici. Alors ça, c'est un autre dépôt de code où j'ai repris le concept, exactement les mêmes règles du trigger. Sauf que ce que j'ai essayé de faire, c'est de le coder avec différentes architectures. Donc là, je vais vous parler de deux architectures aujourd'hui. C'est le Rich Domain Model, enfin ce que j'ai appelé le Rich Domain Model, c'est j'ai un modèle métier où je n'ai pas que des getters et des setters. Ça, si on n'a que des getters et des setters, c'est tout ce qu'on appelle un Dynamic Domain Model. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai un autre talk aussi sur ce genre de choses. Mais du coup, le Rich Domain Model, l'idée, c'est ce qu'on a commencé à faire, d'expliciter les choses avec des méthodes sur mes entités. Mon modèle est riche, il a du comportement, il n'a pas que les données, il a du comportement aussi. Et donc du coup, ce qu'on pourra regarder, donc là il y a le premier exemple, le Rich Domain Model, et ensuite j'ai le Rich Domain Model, mais sans ORM. Là il y a un ORM, pardon. Je vais vous préciser, là j'ai fait du Entity Framework, donc j'utilise un ORM, donc on pourra peut-être comparer, et encore je crois que c'est encore pas très mal Entity Framework en termes d'impact sur le code, mais du coup il fait beaucoup de choses magiques. Donc on va comparer ces deux. Okay. Alors, si on regarde. Alors ici, ce que j'ai ajouté aussi, c'est j'ai un contrôleur, donc j'ai pas fait la partie front. J'ai un contrôleur, c'est mon point d'entrée. J'ai une base derrière SQL. Donc mon point d'entrée il est ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'architecture hexagonale. Je découpe domaine, infra. Donc domaine, c'est tout ce qui est de la logique métier.
où il y a, dans le domaine, vous ne trouverez aucune dépendance à du SQL ou à du web. Et dans l'infra, vous trouverez des dépendances au web, aux bases de données. Donc, vous avez les implémentations des patterns repository qu'on trouve là, dans les patterns des DDD, les patterns tactiques. Donc là, typiquement, en fait, je n'ai pas cherché trop loin et trop compliqué. Hein. J'ai fait un modèle assez bête. C'est mon agrégat, c'est un jeu. Parce que du coup, mon truc là, il est capable de gérer plusieurs jeux. Donc, je peux avoir plusieurs instances de jeu. Donc, typiquement, comment je démarre un jeu? Je fais un post sur une game, je lui donne un nom qui va apparaître dans une liste. Je lui dis les catégories que je veux utiliser. Les catégories, c'est sous forme de string, c'est discutable, hein, on pourra aller plus loin, mais après, le code devient monstrueux si je vais trop loin. Et donc du coup, ici, on passe dans le service, dans le start new game, ici qu'est-ce que je fais? J'ai mis le start new directement sur le jeu, et une fois que le jeu est créé, donc là j'ai une instance de game, je fais un game repository save. Donc forcément l'implémentation de ça, Tu peux cliquer sur tes deux implémentations. Donc là, c'est tout bête. Forcément, l'implémentation de la repository, elle est vraiment ultra simple. À chaque fois que j'ai des modifications, j'utilise toujours le save. Parce que je prends mon jeu, je l'attache et je sauve les changements. S'il est déjà attaché, la ligne attach, ça fait rien. Donc attach, ça veut juste dire mets l'objet dans le contexte s'il n'y était pas déjà. Et donc save changes, c'est là qu'il vérifie tous les changements qui auraient pu arriver au jeu. Et donc quand je récupère le jeu, donc si on regarde la deuxième méthode, donc je remonte tout en haut, je remonte dans le contrôleur. Quand je vais me déplacer, donc je vais dire voilà, l'identifiant du jeu, donc le front aurait l'identifiant du jeu sur lequel je suis dans mon interface, quel est l'identifiant du joueur que je suis, et je vais demander au jeu de bouger. Donc ça, dans le service, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander au repository de me récupérer le jeu. Je vais dire au jeu, bouge. Donc là, finalement, pour l'instant, il y a dans mon domaine, je vais juste faire des mutations de mon game. Quand je fais un move, il y a des choses qui vont changer. Sauf que tout ce qui change, c'est sur un objet game, là, ici, qui lui est dans le contexte. Pourquoi? Parce que ici, le get, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des contextes, il va chercher les jeux, il fait tout un tas d'include pour aller chercher tous les trucs qui vont bien. Hein. Là, on va chercher le pool, en base. Et du coup, ces objets-là, ils sont tous dans le contexte. Dès qu'on fait des changements dessus, il y a un change tracking qui prend la main. Et qui dit, il y a un truc qui a changé ici, je le garde de côté. Je le garde au chaud pour le save changes où je saurai ce qui a été changé. Donc, voilà, la magie apparaît. Tout se fait tout seul à cet endroit-là. Bon, la question maintenant est, alors du coup ici je ne me suis pas non plus trop attardé sur les retours vu que j'ai pas fait le front, mais si on voulait avoir cette boucle réactive, on aurait ici à renvoyer des objets entiers ou à essayer de renvoyer des objets qui pourraient être simples à utiliser pour le front. Enfin, c'est pas forcément idéal, c'est-à-dire que j'aurais peut-être une autre transformation à faire pour renvoyer des objets qui vont bien au front. En tout cas, ce que j'ai là, c'est juste le game. Donc j'ai tout le jeu. Je peux lui renvoyer tout le jeu s'il veut, mais si je lui renvoie tout le jeu, c'est à lui de parser, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé là-dedans, ou de lui-même s'appuyer sur un truc qui va essayer de détecter les diffs entre l'ancien modèle et le nouveau modèle que je lui ai donné. Donc là, pareil, magie au niveau du front, hein, pour arriver à trouver qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il doit rafraîchir dans son mode. Donc, je ne suis pas super à l'aise avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est essayer d'introduire des événements.
Donc qu'est-ce que ça va donner si on essaye de comparer ça à une version donc là j'ai le même game controller. Hein. C'est exactement les mêmes choses. J'ai gardé le game service. Donc j'ai exactement les mêmes signatures. Ok. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? En fait, quand je vais faire start new, avant je renvoyais un game. Maintenant, je ne vais plus renvoyer un game, je vais renvoyer un game started. Là, il me dit le start new, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré le jeu. Il me renvoie un événement. Et ici, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sauver? Je vais lui dire en fait au repo, sauve-moi pour le jeu en question. Donc c'est mon jeu, l'objet que je suis en train de manipuler. Sauve-moi cet event. Si on regarde le save, hein, comment il est fait, c'est un param alors j'ai mis un tableau d'objects. Je peux mettre une liste d'événements sans aucun problème à ce niveau-là. Je l'ai laissé en object, je n'ai pas fait émerger d'interface ou de choses comme ça. On pourrait mettre une interface événement si vraiment on voulait insister pour faciliter la chose. Et on va aller voir du coup ce que fait le repository. Alors juste avant ça, ce qu'on va faire, on va aller voir le repository, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand je rajoute un joueur ou quand je bouge un joueur. Donc quand je bouge un joueur, maintenant, à partir du game ID, je récupère mon jeu. Donc ça, c'est mon agrégat. Donc le principe d'un repository, en général, c'est que je récupère un agrégat en entier. C'est pas des fois un morceau là, des fois un morceau là, des fois un morceau là. La base include avec les ORM, là, ça devient vite du n'importe quoi. Là, en fait, on essaye d'éviter ce genre de choses. Ici, du coup, donc on récupère le game, on appelle toujours la même méthode, et pareil, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous renvoie une liste de events. D'ailleurs, je l'ai introduit l'interface, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans le repository. Du coup, j'ai une liste d'events ici, c'est tous les changements qui ont pu arriver. Donc quand je me déplace, en fait, il peut se passer tout un tas de choses. On voit un peu ce qui peut se passer. Donc, si je regarde, alors j'ai la même chose de l'autre côté, hein, on vérifie si on peut jouer. Et ici, on va regarder est-ce que le joueur courant peut sortir de la prison. S'il peut pas sortir de la prison. S'il peut pas sortir de la prison, du coup l'événement c'est au joueur suivant de jouer. C'est au tour du joueur suivant. Sinon, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer le joueur courant. Donc quand on va déplacer le joueur courant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renvoyer une liste d'événements. Donc là, je suis obligé de faire ça en C#. Je ne sais pas s'ils n'ont pas changé dans la dernière version de C#. Alors la capacité de faire un yield d'un ensemble d'une liste d'événements plutôt que de devoir faire du yield d'événements par événement. Donc là, j'ai une liste d'événements qui est renvoyée aussi potentiellement par ça. Si je regarde là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Et si je suis dans la penalty box, là j'ai implémenté la bonne règle. Je sors de la penalty box, de droit, par bug. J'ai bougé, donc je suis sorti de la penalty box, j'ai bougé, voilà ma nouvelle place, et ensuite je pioche une carte dans la pile de cartes, et donc ça, pareil, ça va aussi me renvoyer, en l'occurrence un événement. La question a été posée. Donc j'ai un ensemble d'événements qui peuvent découler de l'action que j'ai fait sur l'agrégat. Vous voyez qu'ici j'ai rien muté, j'ai pas fait de mutation dans mon code, j'ai pas changé les propriétés de mon objet. Donc tout ça là, ne change pas. Je ne renvoie que des événements. Et donc si on remonte ici, on récupère la liste d'événements. Qu'est-ce que je fais? Je fais encore save la liste des événements. Et là, en l'occurrence, pour renvoyer, ce que je renvoie, typiquement, ce qui intéressera un front, ce serait de renvoyer la question qui a été posée. Enfin, la question à poser. Donc la question à poser, avec question ask, c'est j'ai toutes les informations, j'ai des questions à poser. Voilà, du coup, ça, il n'y a pas une grosse différence. Donc, la seule différence va peut-être être ici. Alors, on a enlevé la magie, donc forcément, il va falloir faire un petit peu plus de choses. Donc là, on fait du SQL tout bête. On a une liste d'événements, je chope une connexion, j'ouvre la connexion, et je fais save des événements
je l'ai fait feignant, je vais save un par un. Donc j'insère, alors je vais avoir quoi là-dedans? Ah oui, je vais avoir donc le save ici, c'est un appel dynamique. Donc en fonction, ici vous avez vu l'utiliser dynamique. Donc, juste une façon de faire du dispatching en fonction du type d'événement. Là je vais appeler le bon save. Donc ça c'est mes fameuses fonctions handle, c'est-à-dire j'ai un save différent pour chaque. Qu'est-ce que je fais dans ma base de données pour chacun des événements. Donc quand le jeu est démarré, qu'est-ce que je fais? Je fais un insert into game. Bon là j'ai pas mal d'inserts à faire. Mais si on regarde le get out of penalty box, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a juste à faire un update pour setter la propriété. Pour le moved, j'ai juste à faire un set sur l'ensemble de la place. Alors c'est peut-être pas complètement ultra optimisé aux petits oignons parce que du coup le move, a priori le move le get out of penalty box en général est suivi de la moved. Donc ça veut dire que je vais faire 2 updates sur 2 propriétés en 2 requêtes. Et franchement, c'est pas la mort. J'entends trop souvent des gens qui me disent ah oui mais c'est pas optimisé. Ouais, enfin, ce serait une optimisation ultra prématurée d'aller. Enfin, je pense pas que vous ayez un problème si ça met une dizaine de millisecondes, c'est déjà beaucoup. Donc a priori il n'y a pas de souci à faire ce genre de choses. Ouais. Est-ce que tu mets un transaction? Est-ce que tu peux avoir le premier update qui réussit, pas le deuxième? Du coup j'ai mis une transaction ici. Donc, tous mes événements sont sauvés dans une transaction. Donc bon après on pourrait peut-être faire un petit peu mieux aussi. Hein. J'ai fait ça assez rapidement. Plutôt que de faire X commandes, de tout mettre dans un seul script. Il y aura peut-être une possibilité de faire des choses un peu plus propres quand même, pour éviter de faire envoyer les commandes une par une, par exemple. Et franchement, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là, on ne le ressent pas. Donc voilà un peu les différences. Alors on revient rapidement à ça. Donc si on compare rapidement les deux façons de faire, alors les deux côtés on charge notre modèle du domaine ou les objets métiers, enfin comme je vais les appeler, mais j'aime bien parler de domaine modèle. Je le charge depuis la base, et peu importe où je le charge. Donc de côté Mappingware, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on change en fait l'état de ce modèle en fonction de ce qui a été demandé. Donc en fait, on est en train de muter l'objet, on est en train de faire plein de changements dans l'objet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de changer des choses en mémoire, potentiellement, on peut avoir des effets de bord aussi liés à ça. De l'autre côté, on va récupérer des événements qui représentent les changements demandés sur la base de ce qui a été chargé juste avant. Mais du coup, on n'a pas de changement, on ne change pas l'état. Donc ça, c'est un petit peu plus prédictif en termes de comportement. C'est un domaine modèle dans un état donné. Quand je ferai une action, il me renverra toujours la même chose. Tout le temps. Et je peux l'appeler 20 fois d'affilée, il me renverra toujours la même liste d'événements parce que je ne le change pas. De l'autre côté, en fonction de... j'appelle ça en premier, puis ensuite j'appelle ça, ou je fais l'inverse, je peux commencer à avoir des petits problèmes de choses qui se passent bizarrement dans mes objets. Donc là, en 3, d'un côté, on va persister les objets. Donc la persistance, elle est super simple, ça je vous l'accorde. C'est magique, le change tracking fait tout le boulot. De l'autre côté, vous avez vu, il faut écrire des requêtes SQL pour chacun des événements. C'est pas très compliqué finalement. Ce qu'on va faire, c'est le 3A, on va persister, on va appliquer les événements à la base de données. Du coup, dans l'exemple que je vous ai montré, je fais que ça. On pourrait très bien avoir d'autres handlers. Là, pour l'instant, j'ai essayé de garder du code à peu près similaire. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des événements, on n'est pas obligé de faire que de la sauvegarde en base. C'est le minimum. Il faut sauver les choses en base. Une fois qu'on a sauvé les choses en base, on peut faire d'autres choses. On peut faire d'autres choses comme... typiquement, avoir retourné quelque chose à la vue. Donc peut-être retourner les événements à la vue pour que la vue se mette à jour sur la base de choses qui ont changé. Donc la vue, elle n'a plus besoin de se prendre la tête à savoir qu'est-ce qui a changé dans le modèle. Elle reçoit des événements qui contiennent ce qu'il faut.
On peut éventuellement, si on veut, je le mets vraiment en optionnel, réappliquer tous les événements à notre domaine modèle pour pouvoir avoir une capacité, par exemple, d'enchaîner plusieurs actions sur un même domaine modèle. Mais globalement, en général, on n'a pas trop besoin de ce genre de choses. C'est pas forcément super utile. De l'autre côté, ce qu'on va devoir faire, c'est renvoyer le modèle mis à jour tel quel, et puis charge à la vue de se débrouiller avec le framework qu'elle veut, de trouver les changements que j'ai fait dans le modèle pour réimpacter mon DOM, typiquement, si je suis en web. Alors, quelques avantages de l'approche à base d'événements. C'est assez facile d'ajouter du coup du comportement. Si je vous ai dit, on peut sauvegarder à base d'événements, on peut faire 2-3 autres choses comme ça, mais il faut rajouter aussi du comportement métier, c'est-à-dire dire, ok, si c'est passé ça, alors j'ai envie d'enchaîner là-dessus. Donc du coup, on va pouvoir commencer à créer des process en action-réaction. Ça, de l'autre côté, c'est la misère. J'ai un cas en ce moment où on aimerait bien pouvoir se brancher et dire, ok, quand il se passe ça dans cette appli, est-ce qu'on pourrait récupérer l'info? Ils sont là, attends, il va falloir qu'on rajoute du code pour détecter le cas, et quand on détecte le cas, on te mettra un message sur une file. Ok, en fait, si j'avais eu un événement, je prenais l'événement, je le transformais, je le mettais dans la file. C'est instantané, je me branche dessus en fait de façon très très simple. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, le modèle, avec les événements, il exprime maintenant les changements qui apparaissent dans le modèle. De l'autre côté, on avait les méthodes, c'était déjà mieux, hein, on avait des méthodes qui exprimaient ce qu'on pouvait faire dans le modèle. Mais si on est capable en plus d'exprimer quels sont les changements qui sont opérés par ces méthodes sous la forme des événements, notre modèle est plus riche. Donc, d'un point de vue DDD, ça va parler à les noms que j'ai utilisés, là, le fait qu'un joueur bouge, qu'un joueur sorte de prison et tout ça, c'est des termes qui parlent à quelqu'un de métier. Donc, on peut utiliser ces événements pour discuter avec des gens du métier. Et du coup, c'est vraiment découplé de notre techno de persistance. Je peux utiliser n'importe quoi là. Juste dans mon handle, je vais devoir faire une implémentation. Alors, ça va me prendre plus de temps, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir tout. Je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose de très expressif d'un point de vue métier avec des événements et qui se persiste tout seul en base. Et note, du coup, on pourrait faire de l'event sourcing, c'est une option, on ne se coupe pas. Avec l'autre, c'est mort, avec un APIware, rajouter de l'event sourcing, c'est juste la misère. Faire du CQRS, c'est pareil, ça devient possible. Enfin, ça devient très simple à faire en tout cas. C'est de dire, ça c'est mon modèle d'écriture, le modèle dans lequel je change des choses. À chaque fois que j'ai une action à faire, c'est ce modèle-là qui prend en charge l'action. Par contre, dès que je veux aller faire des lectures, par exemple avoir des stats sur les résultats des joueurs dans les différents jeux, ça, du coup, la seule possibilité que j'ai de l'autre côté, c'est d'aller faire des requêtes SQL, et donc je suis obligé de me baser sur la techno, alors que là, en fait, ce que je vais être capable de faire, c'est de dire chope certains événements, mets à jour une autre vue, et ça peut être dans une autre base que le SQL, qui serait plus performante, par exemple, pour le cas d'usage donné. Donc je peux facilement aller créer un autre modèle de vue dans une autre base de données en interceptant les événements. Et donc il y a les événements, je les intercepte pour écrire dans la base principale, la source de vérité, mais je peux aussi aller écrire dans une autre base à côté pour aller dénormaliser, aller faire des stats et des choses comme ça. Ouais. J'ai une question sur le CQRS, c'est quoi exactement? Le principe, c'est de découper deux modèles, justement. Donc, un modèle pour tout ce qui est command, donc le C, c'est command. Query, c'est la partie plus lecture, donc un autre modèle là-dessus. Donc, le RS, ça veut dire Responsibility Segregation, c'est-à-dire qu'on sépare tout ce qui est commande, c'est toutes les actions qu'on fait sur le système, de tout ce qui est lecture, query. On demande des informations au système. Et donc, du coup, d'avoir deux modèles différents et pas forcément utiliser le même modèle pour ça. Et donc du coup là, c'est ça qui est simplifié, c'est ce que je disais, on peut très bien avoir un autre modèle de lecture mis à jour à partir de ce qu'on a dans le modèle
principal sur la base des événements. Chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, on l'attrape, on met à jour le modèle de lecture, qui est potentiellement dans une autre base. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses. Quand il faut faire mettre des choses dans SQL, typiquement c'est le cas qu'on a en ce moment, mettre des choses dans Elasticsearch, alors que vous avez votre modèle principal dans SQL. Alors je ne me suis pas trop penché, j'ai entendu dire que les rivières SQL c'était plus trop d'actualité sur Elasticsearch, mais à un moment donné il y avait cette idée de dire on va faire un espèce de truc automatique qui est capable de prendre les infos dans SQL et de les envoyer dans Elasticsearch. Ça va revenir. Je suis confiant. On l'a fait tout à l'heure. En tout cas, du coup, là aujourd'hui, nous, on a ce problème-là sur la mission sur laquelle je suis. Il y a un des modules qui n'est pas du tout orienté événement, qui est utilisé dans le petit framework très classiquement. Là, pour aller mettre les informations dans Elasticsearch, c'est un peu la misère. Un peu la misère. Pas mal de code à faire pour le coup, alors que si vous avez les événements, vous prenez vos événements, vous dites ok, je fais quoi dans Elasticsearch? Je fais ça. Je fais des modifications de documents dans Elasticsearch, c'est bien. Il reste quand même quelques autres problèmes, du genre, à un moment donné, vous avez une désynchronisation entre la base Elasticsearch et votre base d'origine pour faire un rechargement complet, et là, forcément, vous n'avez plus les événements, donc comme vous n'avez plus les événements, vous devez avoir une autre mécanique qui est capable de prendre la base telle qu'elle et de la coller dans l'Elasticsearch. En fait, vous avez toujours deux problématiques. Donc, dès que vous êtes dans le CQRS, vous avez la problématique de dire comment j'initialise ma base et comment je la mets à jour au fil de l'eau. C'est pas évident. Et en tout cas, on se donne l'option de faire de l'event sourcing et du CQRS avec ce genre d'archives, mais c'est pas du tout nécessaire. On peut très bien exploiter déjà ces choses. Alors les avantages, parce qu'en fait du coup, souvent les désavantages, si j'ai fait le talk, c'est pour parler un peu des désavantages. Il n'y a pas grand chose à dire sur les désavantages, c'est plus que des questions ouvertes. Alors, ça pourrait vous paraître plus compliqué, plus dur à faire, plus complexe. En fait, on va pas disserter sur complexe et compliqué, mais en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que vous pensez que les gens se disaient en 2005 quand on est arrivé avec les ORM. À mon avis, ils étaient exactement dans la même logique, de se dire je ne connais pas, donc c'est plus compliqué. Alors qu'en fait, au début, c'était un peu compliqué quand même. C'est vrai que, avant que toute la magie arrive à bien se mettre en branle sur les ORM, ça a mis un petit moment. Mais du coup, c'est pour moi exactement la même chose, quoi. Du coup, on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'on va peut-être quand même pouvoir aller un peu plus vers ça. Peut-être qu'il ne faut pas y aller systématiquement quand même. J'ai encore du mal à vraiment décider systématiquement lequel utiliser. Si on veut faire une appli très très rapide et qu'on veut faire un proto ou des choses comme ça, j'aurais tendance à dire aujourd'hui les ORM, tous les trucs un peu embarqués qui génèrent des choses très rapidement, ça va aller plus vite, c'est sûr. En dehors de ça, je sais pas, pour l'instant, j'aimerais bien discuter de tout ça avec vous. Donc si vous voulez lancer la discussion, on peut. Tu as une remarque, ça? Il semble que ça reste possible toujours d'utiliser un ORM de manière très simple. On appelle des événements, tu enregistres lié à un ORM et puis soit tu changes tracking tout ça. C'est toujours une solution. Des fois, quand tu fais en SQL, des fois c'est que ça nous arrive d'oublier de mettre en web, c'est un autre truc. Des fois, ça peut vraiment aider ce genre d'erreur. Alors du coup, on pourra implémenter le repository avec un modèle qui est généré à partir de la base de données, ou avoir un modèle qui nous a permis de générer la base de données, en tout cas d'utiliser l'ORM, mais on n'utiliserait l'ORM pas au niveau métier, quoi. Voilà, ça, c'est vrai que c'est une des solutions, c'est une qu'on m'avait fait remarquer quand j'ai fait le talk avec les 4 exemples. Il y a quelqu'un qui me disait, nous ce qu'on fait, c'est on a un modèle avec l'ORM pour la persistance,
Et à chaque fois, quand on charge les données avec l'ORM dans un modèle, et on transforme ce modèle en notre modèle métier, on instancie notre modèle métier à partir de... Et ça, c'est un peu... voilà, ça se fait, hein, effectivement, ça permet de cacher la complexité du SQL. Enfin, complexité relative du SQL. Voilà, ça peut être une idée, effectivement, d'avoir ce genre d'implémentation aussi. Mais en tout cas, enfin, du coup, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'architecture orientée événement, c'est le fait que le métier porte les événements. Bon, voilà, je ne sais pas si c'était beaucoup plus visible finalement avant que je le refactor ou après. Bon, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai tellement travaillé dessus que maintenant c'est super clair pour moi? C'est peut-être toujours aussi pas clair pour vous et je me dis, purée, c'est pas mieux avant qu'après. Sur ce, les discussions sont ouvertes et on peut passer aux questions. La licence. La licence. Ouais. Ah, mais j'ai pas pensé du tout. C'est compliqué de penser à ça. Poser des questions, je vais réfléchir. Enfin, réfléchir à vos questions, je vais réfléchir à la question aussi. Tu peux très bien avoir utilisé un ORM et à chaque changement de ton domaine, envoyer un événement. Et après, tu as tes Angular pour gérer soit la persistance ou soit la persistance justement dans d'autres types de bases de données. En fait, dans la présentation, du coup, tu utiliserais l'ORM à quel moment tu dis? Au niveau du handler. Ouais, c'est ça, hein, parce que comme disait Sam, quoi. Ouais, parce que c'est pas. Enfin, là, la présentation en direct, tu dis que pour faire de l'event driven, il ne faut pas utiliser l'ORM. Non, c'est que l'ORM est repoussé vraiment voilà. au bord. Voilà, limite, il quoi. sort du. Ouais, C'est plus le modèle voilà, le modèle que vous avez dans l'ORM, c'est pas votre modèle métier. Ouais. Le modèle métier, il n'a aucune adhérence, il est complètement agnostique à n'importe quelle techno. Il ne dépend pas du web, il ne dépend pas de la base, d'un ORM, il n'a aucun framework en dépendance. Ouais. Dans ce sens-là. Oui, effectivement. Bon, après, je suis peut-être un peu exprès de pousser le bouchon pour faire réagir aussi. Ouais. Une question? Dans la vraie vie, quand tu parles de refacto vers ce type d'architecture, tu es déjà arrivé à prendre un vieux legacy et à petit basculer sur de l'event driven ou tu as fait ça que sur du greenfield? Parce que l'event driven, ok, le legacy, ok, mais à repasser de l'un à l'autre, petit à petit, j'ai du mal encore à... Ouais, on avait fait ça, mais on avait pas mal de budget. C'était un moment, je n'avais pas encore du tout complètement intégré, c'était un peu en l'essayant. Et c'est ça qui m'a amené vers le DDD et compagnie, d'ailleurs. Et je participais à des meet-up DDD, j'étais encore à Paris à l'époque, j'allais sur des meet-up DDD, j'allais à des meet-up où on nous parlait de CQRS. Je ne comprenais pas grand-chose et du coup je me suis dit, faut que j'essaye. Mais j'ai fini par arriver à vendre qu'on allait mettre des commandes et que les commandes allaient aider des événements dans le métier et puis qu'on allait faire du handle des événements au niveau des repos et que dans les repos on allait persister les choses. Du coup, on a fait une grosse transformation là-dessus. Ça s'est pas trop mal passé. Alors, le code n'était pas aussi abominable que ce que j'ai montré là. Le code était déjà à peu près structuré. On avait déjà une solution. On n'utilisait pas un vrai ORM non plus. On avait un ORM maison, donc on a envie de s'en débarrasser. Encore plus, un vrai ORM. Donc on a fait ça, mais ça a pris beaucoup de temps. Oui, juste rajouter une expérience que j'ai eue, c'est on n'a pas forcément migré toute l'application. Et en fait, on a fait émerger les événements qui étaient importants pour apporter de nouvelles fonctionnalités, corriger les bugs, etc. Et donc, finalement, on touchait plus du tout à l'ORM l'existant, etc. Et c'est plutôt, on introduisait les événements petit à petit pour introduire une nouvelle fonctionnalité à côté. Donc, ça fait qu'on avait un truc un peu hybride pour migrer petit à petit par étapes.
C'est-à-dire que du coup, de toute façon, les méthodes, elles ne retournent rien là, actuellement. Enfin, dans les VRM, avec les méthodes, souvent, vous faites de la mutation de l'état de l'objet. Il n'y a pas forcément grand-chose à retourner. Ou si vous aviez déjà un type de retour, ce que vous pouvez faire, c'est injecter une interface qui permet d'envoyer des événements. C'est-à-dire que là, je l'ai fait à base de je retourne les événements, mais je pourrais très bien implémenter différemment. En passant en paramètre une interface qui me permet de dire, ok, vas-y, envoie des événements quelque part dans la nature. Donc je garde tout mon fonctionnement à base d'ORM, mais en plus j'envoie des événements. C'est une première étape qui est totalement faisable. C'est d'ailleurs la façon dont je ferai, là sur l'exemple qu'on a actuellement, va sûrement être amené à faire ce genre de choses. On n'aura pas le budget qu'on avait passé à l'époque, donc du coup on va devoir juste venir faire quelques petits tweaks. Et donc du coup, commencer à venir rajouter des événements, mais plutôt que d'essayer de faire ça de façon un peu parallèle, on va essayer de mettre ça quand même dans le métier. On doit faire émerger des vrais événements métiers. Ouais. Tu as montré différents trucs sur le talk assez séparés. Et aujourd'hui, tu dis justement, quand je suis en lobby VF ou en budget limité, comment est-ce que tu vas choisir un peu laquelle de ces approches tu vas accompagner? Donc faire refactoring, faire émerger du DVD, revoir un peu la persistance pour aller sur quelque chose de plus événementiel ou autre chose. Je le ferai dans ce ordre-là. Du coup, il vaut mieux, s'il faut prioriser, si vraiment c'est le cauchemar, il vaut mieux prioriser d'abord de faire du nettoyage. En fait, dans le code de base, là, j'aurais pas été capable de faire. On est d'accord dans l'autre sens, en fait, c'est juste pas possible à faire. Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît assez compliqué. Sauf à faire un peu comme on peut, comme a proposé Florent, de dire au pire, on envoie quelques événements à certains endroits pour commencer à essayer d'introduire un petit peu. Et du coup, pour rebondir sur la question de Thomas, est-ce que ça t'arrive des cas où tu te dis, en fait, pour ce problème, le modèle anémique avec un ORM, etc., et il fait l'affaire, et du coup, je parle là-dessus. Est-ce que, une fois que tu as goûté à ça, tu te dis, maintenant, en fait, je fais. Du coup, j'ai peut-être inversé le problème. Pour éviter le problème, ce que je cherche, c'est plutôt des missions où il y a un métier qui a un petit peu, qui ne va pas nécessiter du modèle anémique. Si on me propose un truc où on me dit, fichier Excel, là, puis maintenant, il faut l'informatiser. Et que je sens, en discutant 5 minutes, en gros, tout ce que tu vois, c'est juste qu'il veut un fichier Excel distribué et qu'il veut faire toutes les modifications qu'il veut de toutes les colonnes qu'il veut, et il veut faire edit, save. Je fais, est-ce que vous n'avez pas besoin de moi? J'essaie de me rendre. Si c'est juste une brique qui vient en support d'un problème, ça pourrait. Tu sépares quand même les deux, est-ce que tu te dis, tant pis, je fais une architecture globale? Non, du coup, si c'est une partie qui vient en support d'une application, je sais pas, par exemple, aujourd'hui on a des référentiels qui changent une fois l'an. Ce genre de choses, est-ce qu'on a besoin de faire à cette sauce-là? Peut-être pas, peut-être faire beaucoup plus simple. Et effectivement, juste avoir des modèles anémiques. Et les petits changements qu'il y a, on envoie des événements à la va-vite. Mais on n'a pas besoin de matérialiser ça aussi, de façon aussi complexe. On peut simplifier. Du coup, c'est des contextes différents peut-être. On peut considérer que tout ce qui est référentiel, c'est quelque chose à part. On peut isoler dans un coin et on peut avoir des architectures différentes sur les différents composants. Après, c'est pas toujours facile. Je sais que le client, en tout cas chez Tissu aujourd'hui, on peut toujours. On a trouvé le nouveau Nonos, quoi. On lâche plus le Nonos. S'il y a plusieurs architectures, les développeurs vont se perdre. De toute façon, le logiciel, il a 15 ans, donc il y en a déjà 10 d'architecture à l'intérieur. Si on regarde le front, on va du JS de base à Angular, toutes les versions possibles et imaginables, du React, des architectures, des trucs, de nombre de choses qu'il y a à maîtriser, de toute façon, il est juste énorme. Donc, je suis sûr que les contre, ça va être vraiment, mis à part de dire, si tu vas trop contre,
le fait d'avoir des choses différentes, tout ce que tu vas avoir, c'est de te retrouver bloqué, de bloquer avec ce qui existe, quoi. De pouvoir faire autre chose. Et au niveau testabilité, c'est plus simple, c'est plus. Comment est-ce qu'on peut. Parce que tu nous as présenté la partie Golden Master avec ton fichier, etc. Ouais, alors, du coup, le Golden Master, c'était vraiment pour le refactoring, pour l'objectif du refactoring. Là, quand j'ai construit ça, j'ai mis des tests à chaque fois avec. Donc, si on regarde les tests, si j'ai fait. Alors, je crois que du coup, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est celui-là sans l'ORM, je l'ai fait après l'autre. Donc, du coup, mes tests ne sont pas super granules. Mais je pourrais être un peu plus précis. Mais en gros, ici, je pourrais vérifier, je vérifie ce que me sortent mes événements. Donc, je vérifie que mes événements sont correctement. Je fais quelque chose, et typiquement, là, ce quelque chose, je peux le faire 10 000 fois. Avec les mêmes paramètres, ça me sortira toujours la même chose. C'est super déterministe. Mon modèle métier est ultra déterministe. Et donc, du coup, ce que je vérifie, c'est les événements. C'est assez facile à tester. Si je veux tester la partie repo, c'est pareil, je peux faire des tests assez facilement sur la partie repo aussi. Je vais déjà fait ça, c'est unitaire, c'est des requêtes SQL toutes bêtes à tester. De manière générale, quand on est en architecture, c'est beaucoup plus facile de tester. C'est pas mal. Pardon, deux questions. À un moment donné, tu renvoies une partie des événements au client, c'est ce que tu as montré, et tu persises directement en base. Tu dis il est possible de renvoyer le modèle. Je me pose la question, en fait, le client est content d'avoir les événements métiers, mais en fait, il voit aussi la valeur mise à jour, c'est assez courant encore malheureusement. Un client, suite à un appel, quand il renvoie la valeur modifiée. Donc dans ce cas-là, en fait, il faudrait que tu reprojettes les événements. Ouais, que tu relises ton modèle. Ou tu relises ton modèle ou que tu fasses la projection directement en mémoire. Je regarde ce que tu viens de faire. Ouais, ça, du coup, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, mais. Non, c'est juste qu'il faut le relire, juste après avoir écrit. Donc il y a des cas où là, tu dois être un peu asynchrone, on écrit sur un master, sur ce genre de choses. On n'est pas sur le relire avec moi. Oui, c'est ce type-là qui peut être entendu par le. J'avais une question qui était la démarche intéressante de passer par le DDD, enfin, refactoring objet, faire émerger les objets dans le cadre de ce domaine. Savoir si tu connaissais aussi les approches comment ils appellent ça, mais un peu basées sur CQS, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début, on essaie d'identifier explicitement des commandes électroniques sans le faire via des agrégats. Et juste histoire de séparer un ensemble d'opérations carrément par type d'opération. Ça peut être un CQS, un CQS, sur de l'objet. Et après, du coup, on peut les rassembler dans des agrégats ou d'autres choses, mais en fait, on dissocie les opérations pour qu'on les appelle système par exemple. J'ai déjà vu ce genre de. Ce que tu nous expliques là, j'ai déjà vu avec cette démarche-là. Pas autour de l'objet, mais autour d'une séparation. Ça m'intéresse de voir ça. Ouais, enfin, du coup, effectivement, le terme CQRS est venu un peu un dérivé du CQS, quoi, parce que dans le CQS, c'est Command Query Séparation, je crois. Séparation. CQS, en fait, c'est déjà de l'appliquer, c'est quand vous avez une méthode dans vos objets. Une méthode, soit elle change des choses, soit elle récupère quelque chose, mais elle ne change pas des choses et en même temps elle récupère des choses. Elle n'est pas là pour faire les deux en même temps, sinon si vous avez ce genre de méthode, ce que vous risquez d'avoir, c'est d'avoir des comportements un peu erratiques. Vous appelez deux fois la méthode, typiquement, c'est pas exactement la même chose qui va ressortir. Donc ça, c'est... je ne sais pas quoi répondre, mais je sais qu'effectivement, CQRS et CQS sont un peu liés par ça. Ouais. Licence et une dernière à l'apéro. Une dernière à l'apéro. Et la licence. Sur la partie c'est l'idée d'injecter un repository. Alors là, c'est une méthode statique du game, mais est-ce que si par exemple tu avais d'autres méthodes pour les agrégats game qui avaient besoin de l'externe,
est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait, c'est-à-dire d'injecter dans les paramètres de la méthode une dépendance dans ton paramètre? Oui, alors enfin, on peut effectivement injecter d'autres choses dedans. Enfin, là, je le fais là-dessus, parce que je le fais à un moment. Je crois qu'on n'a pas besoin, mais Enfin, c'est une question générale sur la gestion. Mais oui, si tu as besoin d'une dépendance, tu peux éventuellement mettre une dépendance en l'isolant comme il faut, en faisant une inversion de dépendance qui va bien. Ouais, tu peux. Moi, ce que tu peux essayer de faire, c'est de dire, ok, il faut, qu'est-ce que cette dépendance, comment je vais l'utiliser. Cette dépendance, si c'est pour aller récupérer, je sais pas, le texte de la question, par exemple, qui vient d'être posé, est-ce que je peux pas récupérer j'aurais besoin de contexte. Ouais. En fait, c'est toujours la question, c'est c'est pas plutôt le command ladder, là, si on parle de SQLite, qui va du coup aller charger la donnée dans ce repository et ensuite la fournir avec l'agrégat. Si on peut le faire, on peut le faire plutôt comme ça ça évite que notre agrégat dépende de trop de choses externes. L'inconvénient de ça, c'est que c'est vraiment une problématique, finalement, en dehors de SQLite, de se dire je ne veux pas que mon agrégat il ait 50 000 dépendances, c'est de réduire les dépendances, et notamment les dépendances à des choses externes. Là, dans ton Spark New, de quoi as-tu besoin justement pour instancier ton... Justement, là typiquement, j'ai besoin je vais chercher des questions pour chacune des catégories qui a été passée en paramètre. Et ici, j'ai une liste de catégories qui est passée. Donc pour chacune des catégories, je vais aller chercher des questions au hasard en base pour cette catégorie. Et du coup, là, est-ce que ça ne donnerait pas plus de prix de faire une liste de questions, par exemple? Ouais, on pourrait peut-être faire ça. Très bien de remonter d'un niveau et d'éviter d'avoir la dépendance à ce niveau-là. Ça, du coup, là, le constructeur statique, ici, c'était juste pour éviter de faire new game. Le new game, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand je fais game start new, ça va un peu plus dire quelque chose. C'est pas encore complètement nickel, mais du coup, c'est juste ce qu'on appelle une factory méthode. Hein. C'est une factory implémentée à base d'une méthode. Et d'ailleurs, mon constructeur, du coup, il n'est pas public. Ouais, c'est public chez eux. Je pense que je peux le passer privé. C'est une static factory. Factory méthode, c'est une méthode abstraite qui va créer un objet. Et là, David, ça, c'est une static factory. Une static factory. On s'en fout. C'est le nom du pattern. Enfin, en tout cas, c'est juste pour créer mon objet game. Là, c'est d'autant plus intéressant que tu as besoin de game started. Donc, si tu passais par le constructeur, tu ne pourrais pas l'avoir directement en plus. Ok, donc du coup, là, il faut vraiment que je trouve un peu. Je peux faire random, demande à qui c'est qui veut. Qui veut une licence de vente? Ça dépend si c'est une licence globale. Ouais. Non, pas un produit. Tu choisis le produit, hein, c'est bien. Ouais. Il y en a qu'un? Ah, pardon. Tu le fais pas tous les mois? Il est revenu, il est revenu. C'est ça, c'est vraiment. Allez, là, il était levé la main en premier. Tu prends le nom? Bon, du coup, merci. Et puis, Merci.